Nathalie Franck. Alors, j'ai pas regardé toutes les entrées. Est-ce qu'elle est parmi nous, Nathalie? J'ai Elle, pas elle vu. est parmi nous, ouais. Elle est superbe. Alors, bienvenue, Nathalie, donc, qui est psychiatre au CHU de Saint-Étienne-Montpellier, qui va nous parler de la mise en place d'un programme de guidance parentale basé sur la résistance non violente. Bienvenue, Nathalie. On Mm. t'écoute. Bonjour à tous, c'est bon, mon micro est réactivé, c'est parfait. Bon, je suis ravie d'être là pour cette première rencontre du réseau React voilà, qu'on soit surtout de plus en plus de professionnels à pouvoir collaborer sur ces questions parce qu'on a évidemment toutes les semaines des nouvelles demandes de parents qui viennent de la France entière. Donc, on est très preneur d'ailleurs de votre carnet d'adresses pour rediriger aussi les parents. On sait on vous les réadresse aussi vers l'association, mais ça peut être intéressant vraiment et on arrive à collaborer en ce sens. Donc moi, pour me présenter, donc je suis pédopsychiatre et praticien hospitalier au CHU de Montpellier dans le service du professeur Diane Purper-Wakil et ça fait maintenant 5 ans que j'ai mis en place les groupes pour les parents d'enfants à comportement tyrannique. Donc moi, ça fait, on va dire, 15 ans maintenant que je travaille dans ce service en pédopsychiatrie et c'est une question comme tous les pédopsychiatres ou comme tous ceux qui sont engagés en clinique, en fait, c'était déjà des situations sur lesquelles je m'étais interrogée beaucoup, qui m'ont beaucoup marqué, je dirais, à la fois parce que c'était des enfants. C'était ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le décalage entre le comportement de ces enfants dans mon bureau où c'était des anges qui me disaient à peu près tout ce que j'avais envie d'entendre et ce que décrivaient les parents à la maison. Et en fait, j'étais vraiment très démunie, même si je fais beaucoup de guidance éducative parentale par ailleurs, dans le TDAH en particulier, j'étais très démunie pour accompagner ces familles. Et c'est vrai que quand le professeur Heimhomer est venu sur Montpellier à la demande de notre chef de service, ça a été un peu le lien et la révélation pour se dire on va pouvoir construire quelque chose enfin qui ne sera pas que juste de l'échange, mais qui sera vraiment une stratégie pour se sortir de ces situations-là, parce qu'on est tous complètement démunis et je pense que bon là on est entre professionnels, il y a beaucoup de parents aussi, mais en tant que professionnels, ça nous renvoie complètement à à notre incapacité à savoir accompagner, parce que c'est des enfants en consultation, ils vont être parfaits, mais rien n'évolue à la maison et donc on est très vite face à nos limites dans l'accompagnement et je vais en dire un mot. Alors, je vais essayer de ne pas déborder. Je sais qu'on est très serré aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'interventions prévues. Donc, déjà, pour revenir, je voulais quand même reprendre un point de définition. Ce sont les critères qu'on a retenus, nous, pour notre projet de recherche, mais qui me semblent quand même assez intéressants tous les uns et les autres parce qu'il a bien fallu se dire qu'est-ce que ça veut dire avoir un comportement tyrannique. Alors, je rappelle que ce n'est qu'un comportement, ce n'est pas un diagnostic. C'est vraiment très important parce que sinon, on se fait attaquer de toutes parts en disant mais vous taxez les enfants de tyrans, vous êtes… Non, on parle juste d'un style de comportement qui vise à reprendre le pouvoir en fait. Donc c'est ça dont on parle et c'est ce comportement, c'est vraiment la résultante de plein de difficultés par ailleurs, mais ce n'est qu'un comportement et c'est pas… parce que je reçois des mails un peu, je dis ça parce que je reçois des mails tous les jours en me disant est-ce que vous pensez que mon enfant rentre dans la catégorie des enfants tyrans? Non, il n'y a pas de catégorie en fait. Je peux pas répondre aux parents oui, non, ou voilà, je veux dire, il y a des comportements dans ce que vous me décrivez qui me semblent être tyranniques, mais c'est pas pour autant un diagnostic, mais la question du diagnostic, elle est centrale dans ces situations pour autant, donc je vais y revenir. Donc les questions qu'on a développées, c'est votre enfant est-il violent verbalement ou physiquement avec vous? Mais la violence, ce n'est pas suffisant. En fait, ce qui est le plus important, c'est cette notion de pouvoir donc, et cette notion de soumission du parent. Donc, avez-vous peur de votre enfant ou de ses réactions? Est-ce que vous décidez en fonction de votre enfant ou en fonction de vous? En fait, est-ce que vous avez perdu votre pouvoir légitime de parent de décision? Est-ce que vous avez honte de ce que vous faites à la maison? Est-ce que si vous mettiez des caméras chez vous, est-ce que vous pourriez montrer ce qui se passe ou est-ce que ce serait justement insupportable? Et la question du renoncement, elle est centrale parce qu'il y a toute une partie des stratégies qui est fondée sur l'idée de prendre soin de soi, refaire des choses pour soi, etc. Parce qu'on est très souvent dans des situations de sacrifice en fait parental pour essayer de faire que l'enfant aille mieux. Mais plus on fait ça et moins ça marche évidemment. Et on va y revenir. Donc la diapo suivante, voilà, c'est sur les profils des enfants. Et là, on a notre recherche qui est en cours. Agnès Furlan le sait et qu'il faut qu'on reprenne. Alors c'est un peu compliqué dans le détail, mais on a une centaine de familles qui ont participé à notre programme de recherche.
Ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et ce que moi je peux dire avec mon expérience clinique, parce que depuis 5 ans, je pense qu'entre les Zooms qu'on fait aujourd'hui, les groupes en présentiel qu'on faisait avant, on a eu à peu près, je dirais, plus de 300 familles qui sont passées dans nos programmes. J'ai vu pas mal de noms que je connaissais dans la liste d'ailleurs, de parents qui sont venus chez nous en direct ou en Zoom. Donc, ça fait quand même un peu, on va dire, ça fait quand même une certaine cohorte, même si toute la cohorte n'est pas évaluée. Ce qu'on peut en dire, donc, c'est que c'est ce que je disais, donc la violence dans le foyer qui vient s'opposer, enfin, qui vient faire contraste avec le comportement plutôt inhibé à l'extérieur, l'anxiété, le besoin de contrôle et la difficulté à gérer les émotions, pour moi, ce sont les dimensions les plus importantes et c'est ça qu'il faut rechercher en particulier chez ces enfants. Donc, je pense qu'on peut passer la diapo suivante. Alors, c'est un problème qui démarre tôt, je crois que tu l'as très bien dit, Susanna, mais c'est quand on reprend le profil, c'est pour moi, on est quand même dans le développement parce que c'est des choses qui arrivent assez tôt et notamment cette difficulté à réguler l'émotionnel, ce discontrôle émotionnel, il est présent. On sait que c'est quelque chose qui apparaît tôt et la dimension d'anxiété aussi. Donc, en fait, ce sont des choses qu'on peut retrouver, même si ça ne va pas poser de problème très tôt. Souvent, c'est quand même des choses qui sont apparues précocement. Et parfois, il y a des parents qui nous sollicitent quand l'enfant a 12 ans parce qu'il est devenu violent et qu'on ne peut plus rien contraindre, etc. Mais par contre, quand on reprend, en fait, on avait déjà des indicateurs dès la petite section de maternelle sur l'anxiété, etc. Donc, c'est voilà. Et ce qui se passe avec ces enfants et dans ces familles et dans vos familles, c'est parfois souvent le fait de vouloir accompagner ces enfants d'une certaine façon qui peut se retourner contre le parent parce que si on se dit, ben, il est anxieux, il ne gère pas ses émotions, donc moi, en tant que parent, je vais l'aider à être moins en souffrance parce que je vois qu'il est en souffrance, c'est une réalité, mon enfant, donc je veux qu'il soit, voilà, je veux lui éviter ça. Et quand on commence à rentrer dans ces schémas-là de surprotection, c'est là qu'on va créer sans le vouloir des cercles vicieux, c'est-à-dire que du coup, l'enfant va plus être confronté vraiment au stress, il va pas forcément progresser dans son trouble anxieux et on va aller vers on va dire vers des trajectoires qui vont être compliquées. Mais c'est souvent ça le profil des familles. Ce sont des familles toujours ultra attentionnées dans le sens bienveillant et ajustées aux besoins de leurs enfants. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un problème, entre guillemets, éducatif. On n'est pas dans une inadaptation, mais il y a souvent ce côté qui peut être surprotecteur et qui va se retourner en fait contre les parents. Donc, mais ça part toujours, et pour moi, ça c'est vraiment mon expérience clinique, ça part toujours d'une difficulté particulière de l'enfant à réguler quelque chose et un effort de compensation du parent. Donc, avançons sur les diapos. Donc, les deux dimensions qu'on retrouve au-delà des diagnostics, ce sont des dimensions. C'est le problème de la régulation des émotions parce que ce sont les crises de colère qui vont prendre le dessus, les crises de violence, les frustrations, etc., l'explosivité qu'on peut retrouver dans le TDAH, puisque 80% des enfants avec TDAH ont un problème de régulation des émotions, mais aussi dans les troubles de l'humeur, troubles bipolaires pédiatriques, qui est moins connu chez l'enfant, mais qu'il ne faut pas négliger, et parfois les syndromes post-traumatiques. Et enfin, il y a aussi cette notion d'anxiété. Et je pense que c'est ce qui fait leur profil, c'est aussi qu'ils sont anxieux du regard social et donc ils ne vont pas avoir les mêmes symptômes à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce mélange des deux qui fait cet effet cocotte-minute de l'enfant qui se contient, alors qu'il ne gère pas ses émotions. Et dès qu'il passe le pas de la porte à la maison, c'est l'explosion. Et voilà. Mais pour moi, cette dimension de surcontrôle liée à l'anxiété, elle existe aussi. Elle est décrite aussi dans les TOC, qui ne sont pas vraiment un trouble anxieux, mais enfin voilà, c'est trouble anxiété généralisée, anxiété de séparation. C'est ce profil des enfants. C'est pas de dire ils ont un TDAH ou ils ont ci ou ils ont ça. Souvent, ils ont plusieurs trucs associés en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les rechercher plus précisément. Alors, la diapo suivante, voilà, alors ça, c'est les constats qu'on fait tous en tant que clinicien et que vous faites en tant que parent, c'est que la psychothérapie individuelle ou la psychothérapie centrée sur le symptôme avec ses enfants, ça ne marche pas. C'est-à-dire, même si l'enfant est anxieux, je sais pas moi, d'aller en classe ou d'aller avec ses amis, d'aller à la cantine ou de prendre le bus ou le tram ou n'importe, si on veut travailler avec ses enfants en direct, en fait, ils vont comprendre ce qu'on leur dit, mais ils n'arriveront pas à l'appliquer parce qu'ils n'ont pas la motivation. En fait, il faut comprendre vraiment cette idée que tant que leurs parents
les aident à décharger leurs émotions, ils sont dans leur zone de confort finalement et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de motivation pour changer ou pour s'améliorer ou pour gérer certains symptômes, etc. Et ça, je crois que il y a Raphaël Scapatici, je ne sais pas si je l'ai vu dans la liste, mais on a beaucoup travaillé avec Raphaël au début dans le service avec ses enfants qu'on prenait sur des groupes de gestion de la colère. Ils arrivaient à comprendre les stratégies, mais ils les appliquaient pas du tout à la maison. En fait, on a vite compris qu'il fallait d'abord avoir un abord global et qu'il fallait d'abord travailler avec les parents parce que l'enfant tout seul n'a pas suffisamment de motivation tant qu'on n'a pas changé soi-même sa propre façon de fonctionner avec son enfant. Donc ça me paraît vraiment très important et je pense que c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, voilà, c'est juste, j'allais dire, pour faire de la pub, non, c'est une plaisanterie, mais c'est le livre de Heimomer, donc, qui nous a inspiré sur la résistance non violente et puis nos échanges qui ont conduit à construire ce programme qu'on fait plutôt en 13, enfin on fait pas trop en 13 séances, c'est plutôt en 10 parce qu'on veut quand même qu'on développe plus de choses en même temps, mais c'est à peu près la grande trame des séances qu'on développe, même si c'est pas du tout la même chose de lire le livre et de participer aux séances et d'avoir des retours d'autres parents en même temps. Donc, la résistance non violente, effectivement, c'est Heimomer qui a développé ça et qui l'a appliqué à la famille en disant finalement, dans la famille, on ne peut pas appliquer la violence soi-même et en même temps, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, il faut trouver une nouvelle voie différente pour gérer le problème de la violence des jeunes. On ne peut pas réagir par la violence et en même temps, il faut quand même résister. On ne peut pas non plus démissionner. Donc, il y a cette idée de cet entre-deux. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver d'ailleurs dans les groupes parce que des fois, on va voir avec certains parents, ils arrivent à rentrer dans la non-violence, c'est-à-dire à éviter les escalades, etc. Et par contre, le plus dur derrière, c'est aussi de positionner la résistance, en fait, de dire, mais c'est pas juste qu'on veut pas être violent, c'est aussi qu'il va falloir faire un sit-in, une information, etc. Donc, voilà, tout est important, tous les ingrédients sont importants et la résistance est tout aussi importante que la non-violence. Et c'est pour ça que des fois, on nous parle, mais vous faites de la communication non-violente. Non, pas du tout, en fait. On fait pas de la communication non-violente. On fait de la résistance non violente. Donc, on peut avancer à la suivante. Donc, quelles sont les bases? Elles sont très importantes et vraiment, en tant que praticien, pour ceux qui hésitent à se lancer, c'est vraiment des choses, ou pour les parents d'ailleurs, c'est des choses importantes à comprendre. La plus importante pour moi, c'est on ne peut pas contrôler son enfant. Et ça, je dirais que ça va à contre-courant des autres programmes de parents que j'anime par ailleurs, comme le Barclay ou voilà, classique, hein, où on va essayer de travailler sur les symptômes et on va dire, voilà, il faut qu'il y ait un système de points pour que l'enfant fasse ceci, puis il aura ça. Enfin, c'est assez codifié et l'objectif, c'est le comportement de l'enfant. Alors que là, on n'est plus du tout dans les mêmes objectifs. Ce qui nous intéresse, c'est que le parent modifie son propre comportement parce qu'on sait que plus on va vouloir contrôler ses enfants, finalement, plus on va aller dans le mur. Et moins on aura de résultats, plus ça va mal se passer, plus l'enfant va avoir à cœur de démontrer qu'on ne peut pas le contrôler. Donc, il faut lâcher prise là-dessus et dire finalement, la seule chose que je contrôle moi en tant que parent, c'est mon propre comportement, ce qui est déjà pas simple, et le reste ne m'appartient pas. Moi, je vais essayer d'avancer à ma façon et quelque part, mon enfant devra se débrouiller avec ça. Et ça, c'est le plus important. Et dans notre focus en tant que thérapeute, c'est aussi de pouvoir vraiment s'attacher à ça. Ce qui compte, si le parent a par exemple positionné, ben non, ce soir, je refuse d'aller te chercher le truc que tu me demandes ou de passer une demi-heure à faire tes rituels parce que je me sens pas à l'aise avec ça ou n'importe, et que l'enfant pète tout, que le parent reste calme et qui finit par dire ben, je vais appeler de l'aide parce que là je suis pas bien, on peut pas rester comme ça, j'appelle les pompiers, mettons. Peut-être que les parents qui vont revenir au groupe la semaine d'après vont nous dire mais c'est affreux, on a eu une crise affreuse, etc. Nous, ce qu'on va voir, c'est plutôt le côté positif. On va dire non, vous vous êtes positionné, vous avez gardé votre cap, vous vous êtes pas énervé. Le bilan est super positif, même si les pompiers ont débarqué chez vous à 2h du matin. Donc, en fait, on change complètement notre regard par rapport à ce qui est important et ce qui sont nos objectifs. Donc, voilà, il faut faire tout ce qui est possible pour lutter contre la violence. On peut passer à la diapo suivante. Donc, voilà, donc les grands principes, éviter les escalades, ne jamais réagir à chaud. Bon, ça, vous avez dû déjà l'entendre et on va en reparler aujourd'hui. Cette idée forte aussi, différer, ce n'est pas se soumettre. Bien sûr, on a toujours l'impression de dire, ah oui, mais s'il me traite de pute et que je dis rien, quelque part, je laisse croire qu'il peut faire n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est là qu'il va falloir être dans la résistance. C'est plus dur de revenir à froid, mais c'est ça qui fonctionne. Donc, on lutte contre
la violence et pas contre l'enfant. L'ennemi, c'est l'oppression, ce n'est pas l'oppresseur. Donc, ce qu'on refuse à la maison, c'est la violence, mais ce n'est pas l'enfant. Et ensuite, surtout, parler, c'est s'affaiblir. Ça, c'est vraiment une des phrases qu'on redit à toutes les séances, presque parce que on est sur des profils familiaux où il y a beaucoup de communication, ce qui est très bien. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas communiquer avec ses enfants, mais dans ce cas précis, il y en a souvent trop, parce qu'il y a trop d'hyper-explications, trop de négociations, surexplications, etc. Et ça, c'est comme on dit tout le temps, ah ben oui, il faut communiquer, il faut communiquer. Ben là, nous, on essaye de dire, ah non, là, il ne faut plus communiquer. En fait, là, il ne faut plus rien dire. Il faut juste agir, faire poser les jalons, et il n'y a plus rien à dire. En fait, vous avez déjà tout dit. De toute façon, maintenant, c'est... Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose où on est obligé de revenir en permanence parce que c'est contre-intuitif quand on a pendant 15 ans fonctionné sur l'hyper-communication, de dire ben maintenant, c'est bon, stop. Maintenant, vous allez vous taire et vous allez plutôt opter pour le silence. Ce n'est pas évident du tout. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors utiliser la résistance non violente, alors c'est pas simple parce qu'il faut, mais ça je pense que les parents peuvent témoigner là-dessus, mais c'est vraiment tout un chemin à refaire à l'envers presque et à recréer d'une autre façon. Mais l'objectif, c'est justement de se dire, ben, j'ai réussi à être non violent, j'ai réussi à faire mon devoir de parent, à poser mes conditions, à me faire aider, parfois à faire intervenir justement des tiers et s'il faut à se séparer parce que c'était plus possible de continuer comme ça, mais moi j'ai fait mon job en fait, même si le résultat de ça, c'est que mon enfant vit à 200 km. Ben, j'ai posé mes limites en tant que parent. Et donc, voilà, c'est d'aller aussi, de pouvoir s'appuyer là-dessus, de se dire finalement, j'ai fait mon devoir et je peux pas faire au-delà, je ne peux pas faire le travail à la place de mon enfant, je ne peux pas balayer devant lui sur son chemin pour à chaque fois qu'il va faire un pas. Je ne serai pas là pour ça. Donc voilà, donc ça permet de rallier des tiers à sa cause. Quand on est non violent, ben on va dire on est beaucoup plus facilement validé par l'opinion publique. On affaiblit l'estime du parti violent. L'enfant, à force d'être violent, s'il voit que en face, il y a pas de, ça prend pas, ça va aussi le faire baisser en pression. Et ça, c'est intéressant parce que plus on monte dans les escalades, plus quelque part on montre que c'est une façon de se comporter, d'être violent. Et ça permet de sortir du secret et quelque part d'exposer l'enfant au regard public. C'est très important parce que c'est ce qui va le motiver au changement. Parce que là, il n'y a pas de motivation parce qu'il se dit, de toute façon, mes parents, ils me voient comme ça, mais ils m'aimeront toujours, donc il n'y a pas trop de problème. À partir du moment où d'autres personnes le voient dans le même état, ça devient beaucoup plus gênant pour l'enfant. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, les grands principes, je pense qu'ils seront revus aujourd'hui par mes collègues. Donc, effectivement, sortir du secret, faire des actions différées, prendre soin de soi, ça c'est quand même extrêmement important. Et on devrait commencer par là, mais en fait, si on commençait par là, je pense que les parents ne seraient pas prêts. Ils nous diraient, mais non, mais nous, on vient pour avoir des stratégies avec notre enfant, on ne vient pas pour nous, en fait, parce que c'est spontanément, c'est ce qui vient, c'est de se dire, nous, on veut des trucs pour notre enfant. Mais en réalité, il faudrait presque commencer par l'idée, non, d'abord, vous prenez soin de vous, et après, quand vous avez l'énergie, on va attaquer le programme. Mais bon, on peut pas le faire dans ce sens-là, vraiment. Donc, c'est une des séances du programme. Éviter les escalades, expérimenter la force du silence, et voilà, ce sont les stratégies. Donc, les techniques, et je ne vais pas les détailler là parce que j'en aurai pour la journée, mais donc les grandes étapes, ce serait rédiger et lire la déclaration de la non-violence. En fait, ça, c'est surtout pour s'engager soi-même, pour se dire, ben voilà, je suis rentrée dans le truc, maintenant j'ai annoncé ça. Après, ça ne veut pas dire que je vais tout faire parfaitement parce que je suis quand même qu'un être humain, mais au moins, j'ai annoncé qu'il y avait un truc qui allait changer. Et ça n'engage que le parent qui l'a fait. C'est toujours pareil, on n'est plus dans les contrats. Ça, c'est fini, il faut les oublier. On ne peut parler que de soi. Je m'engage à ne pas être violent, je m'engage à me faire aider, je m'engage à ne pas rester seule. Mais on ne peut pas dire je veux que toi, tu fasses ci ou ça, ou que tu arrêtes de mal nous parler. Non, ça, c'est plus du pouvoir du parent. Il faut juste renoncer à cette idée de contrôler son enfant, comme je le disais. Mettre en place le réseau de soutien, c'est le plus dur de mon expérience parce que c'est dur de parler de ce qu'on vit et qu'on espère tous justement que toutes ces démarches portées par l'association vont permettre de faire connaître ça pour que ce soit de plus en plus facile d'en parler, en fait, qu'il puisse y avoir vraiment des échanges et une compréhension de ça. Et je pense que ce sera aussi beaucoup plus simple pour tout le monde d'avoir un réseau de soutien quand ce sera plus facile d'en parler, quand ce sera mieux connu. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait cette sensibilité à cette forme de violence. On a beaucoup parlé de toutes les formes de violence pendant le confinement, les violences sur les enfants, les violences conjugales, etc. Il faut qu'on se mette à parler aussi d'autres formes de violence et que les autres personnes sachent comment intervenir. Donc, les techniques, faire face aux crises de violence, éviter
éviter les escalades. Bon, ça, c'est la base. Et ça, c'est souvent le truc qui est à peu près facile j'allais dire, à mettre en place, en tout cas à percevoir, parce qu'on voit tous dans tous les groupes que les escalades, le fait de s'énerver sur l'enfant pour reprendre le contrôle par la peur, etc., ça ne marche pas du tout, c'est la catastrophe. Donc, ça, souvent, on arrive à sortir de ça, mais après, il faut quand même rester dans la résistance pour montrer qu'il y a quand même des conséquences, même si elles sont différées. Donc, les actions différées, le sit-in, documentation, réparation, travaux d'intérêt familial, etc., ce sont toutes les stratégies, en fait, du programme. Donc, diapo suivante. Voilà, parfait. Donc ça, c'était pour notre programme de recherche. Donc c'est en fait avec un groupe témoin et un groupe actif. Alors pas pour spoiler nos résultats, mais en fait on s'aperçoit quand même que même notre groupe témoin, qui était le groupe qui démarrait les groupes un peu plus tard que les autres, la situation s'est améliorée aussi, comme pour les groupes qui ont participé au programme. Donc c'est un peu contrariant d'un point de vue purement de la recherche, parce qu'on voudrait que ce soit juste ceux qui ont participé tout de suite au programme qui se soient améliorés. On pense quand même que tous les parents qui sont venus vers nous faire des évaluations, qui soient rentrés tout de suite ou pas dans le programme, ils ont quand même tous eu une certaine écoute malgré tout. Donc ça fait partie aussi des choses voilà, c'est pour vous dire un peu où on en est de nos résultats de recherche. En tout cas, tout le monde s'est amélioré, même ceux qui n'ont pas fait le groupe tout de suite, ce qui est un peu contrariant en termes de résultats, mais qui veut quand même, parce que l'essentiel étant que la situation va mieux. Mais voilà, au niveau de la recherche, c'est plus compliqué. En tout cas, les retours des familles étaient très positifs. Là, maintenant, je dois dire que depuis 2020, on fait des groupes sur Zoom, ce qui fait qu'on les a ouverts. Alors bon, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés et que vous n'êtes pas de notre CHU, c'est quand même possible d'y participer, comme on le fait sur Zoom. Alors là, on a eu des grands groupes ces derniers mois avec, je dirais, une quarantaine de familles sur Zoom. Et finalement, de mon expérience, j'ai trouvé agréable aussi de faire les groupes sur Zoom. C'est plus facile pour beaucoup de parents. Évidemment, en termes pratiques, c'est beaucoup plus gérable. Et on arrive quand même à bien interagir sur le chat. Et ça, c'est un des points forts des groupes Zoom. Et je me dis qu'il y a même des parents qui n'auraient pas forcément pris la parole dans notre groupe, dans notre salle, qui ont pu vraiment participer sur le chat. Et on a je trouve, des vraies dynamiques de groupe, même en étant sur un format distanciel. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Donc, j'ai refusé personne à ce jour qui correspondait bien sûr aux critères de notre groupe. Donc, c'est avec Agnès Furlan qui est avec nous, mais elle a pas mal de travail on va dire de réadressage, d'inscription, mais on essaye de prendre vraiment tous les parents qui sont en demande sur des groupes visio distanciels. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, malheureusement, et on le regrette, c'est des évaluations diagnostiques. Mais en fait, on est sous l'eau comme beaucoup de services. On ne peut pas rajouter des évaluations sur pour le diagnostic de TDAH ou autre. On doit rediriger vers l'extérieur. Donc voilà, on peut participer à ces groupes-là. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Voilà, et diapo suivante, je pense que j'ai bientôt fini. D'ailleurs, j'ai fini. Voilà, donc c'est juste une diapo de conclusion. Je crois que j'ai respecté mon timing. Donc je crois qu'il doit y avoir quelques questions.